mal de gamins, j'ai lu New York. Mais s'il est proposé dans les programmes scolaires et tout, mais moi pour le coup, c'était un pote libraire qui m'avait proposé ça quand j'étais au bahut. J'avais adoré, puis c'est un bouquin que j'ai relu régulièrement. J'ai trouvé ça génial, puis j'ai lu tous les vuls. Et voilà, je pense que quelque part, même New York, ça a un peu influencé Aquablue. Il y a des thématiques pas vraiment éloignées, un peu écolo, un peu une espèce d'enfant comme ça, solide, enfin isolé de sa tribu et qui revient. Donc, puis plus tard, j'ai rencontré Laurent Jeunefort, qui est un écrivain de science-fiction qui a travaillé au Fleuve Noir et qui lui a bien connu Pierre Perrault, donc Stéphane Vull, qui était c'était un peu son papa en écriture en fait. Et il m'en a beaucoup parlé. Je lui ai dit mais attends, c'est génial, faut que tu me le fasses rencontrer et tout. Hélas, Stéphane Vull, il était un peu mort à ce moment-là, c'était en 2003. Et je suis allé voir son fils, qui était son ayant droit, pour négocier les droits de New York pour moi, quoi. Et puis de fil en aiguille, on a sympathisé et on a dit pourquoi ne pas adapter toute la biblio de ton père. Dans le premier, où je reste assez fidèle à la chronologie du bouquin. Alors le truc pas évident, c'est qu'avant de m'y remettre, moi je suis parti la fleur au fusil avec juste les souvenirs de lectures successives que j'avais. Et avant de m'y remettre, donc je l'ai relu et là je me suis aperçu que c'était assez peu dialogué et que surtout c'était raconté à la troisième personne, quoi. Et je me dis mais merde, là je vais avoir un sérieux problème, ça va être lu en 3 secondes et avec des dialogues de gens qui parlent pas mal, une espèce de langage préhistorique, en tout cas pour la première partie. Et je me suis un peu creusé la tête et je me suis dit bon, faut que ce soit raconté à la première personne. Donc je ferai un petit épilogue qu'il n'y a pas dans le roman, sur un truc conclusif où on comprendra que l'enfant noir raconte ça à des gens. Et à partir du moment où j'ai trouvé cette idée-là, moi ça m'a même permis de reprendre des petits bouts du roman en récitatif, en mettant des jeux à la place, quoi. Donc voilà, donc il y a même des petits bouts de vulve dedans. Dans les dialogues, genre l'enfant noir fait ci, ou Tos va faire ça, mais c'était aussi à raconter à la troisième personne dans le roman, genre la première fois où on monte dans le premier album, on monte à Santiago, la ville des dieux, on suit le sorcier. Et, mais moi, ayant pris le parti de raconter ça à travers les yeux du gamin, il ne pouvait pas avoir suivi le sorcier, donc c'était une séquence que j'étais obligé de chanter et on découvre ça. Alors oui, des choix comme ça aussi font que je suis obligé de couper, d'arranger certains bouts du bouquin, mais en même temps j'ai pris ce bouquin là parce que je l'adore, donc j'essaye d'être fidèle au maximum et surtout d'être fidèle, je dirais presque à ma première lecture de gamin, quoi. Aquablue, il y a un côté, c'est moi qui l'ai pitché avant que le scénario soit écrit par Cayoto, mais quand j'avais pitché le truc, j'avais dit c'est Tarzan et Dune réunis, quoi, si tu veux. Sauf c'est pas une planète de sable, c'est une planète aquatique, mais t'as le côté gamin qui se retrouve adopté par une tribu, comme Tarzan est adopté par les singes après le naufrage du bateau de ses parents. Donc voilà, mais en fait oui, c'est une thématique, tout ce qui est lié à l'imaginaire, à la BD. C'est quand même pas mal des trucs de môme, de la science-fiction. Il y a des thématiques communes, comme un peu l'écologie et tout, mais il faut savoir que New York ça a été écrit en 57 et tout ce truc sur les déchets nucléaires et tout, je pense qu'à l'époque c'était pas dans la presse, peut-être on en parlait un peu dans la presse scientifique ou dans des revues spécialisées, mais et comme Pierre Perrault il était dentiste, je pense que c'est un type qui aimait bien la science et tout, donc il devait être pas mal au courant de ce genre de littérature, de vulgarisation, et sûrement il y a des trucs qui lui plaisaient, il mettait ça pour démarrer des romans. Mais aussi ce que j'aime bien chez Vull, c'est que c'est vraiment écrit au fil de la plume, il aime faire ressentir des trucs, donc on est aussi dans un truc d'aventure, vraiment presque comme une littérature pour mômes, un peu comme L'île mystérieuse ou des choses comme ça.
essayé de pousser un peu. Moi, ce qui m'a amené à la BD, c'est le dessin au départ. Donc, au fur et à mesure, en fait, ce qui me plaît, le dessin finit par se stabiliser un petit peu au fur et à mesure des bouquins et t'évolues moins vite quand tu prends de l'âge que quand t'es gamin ou tu regardes le boulot que t'as fait 6 mois avant, t'as fait déjà d'énormes progrès, quoi, si tu veux. Donc en revanche, moi, la partie du travail sur lequel j'ai encore plein de progrès à faire et qui me passionne vraiment, c'est l'écriture et l'écriture, la narration, quoi, si tu veux, la partie storyboard. Moi, je dirais, j'adapte aussi un peu mon trait en fonction du récit, mais c'est vraiment pour moi le gros de la conceptualisation, c'est l'écriture et le storyboard. Et, la cité des eaux mouvantes, Valérian, de toute façon Mézières était pote avec Vull, et j'imagine que Christin connaissait son travail aussi, donc je pense qu'il y a un côté clin d'œil, à New York aussi dans leur boulot. J'adore vraiment la première partie du roman, et c'est un truc que je voulais pas trahir, donc il y a un rythme assez lent. Tu fais connaissance avec le môme, avec la tribu. Je voulais pas aussi que le lecteur reste sur un côté voilà, c'est le paria, la tribu c'est les méchants et tout. Pour moi ça va au-delà de ça. Toz, pour moi c'est un bon chef de tribu, il prend soin de ses hommes, il essaye de les emmener sur des bons territoires de chasse et tout. Donc voilà, il fallait essayer ça prenait un peu de temps à développer. C'est vrai que du coup, à part à la fin, l'attaque du poulpe dans le défilé et tout, il n'y a pas énormément de séquences d'action, en fait. Mais j'allais pas en inventer là où il n'y en avait pas besoin, quoi. Je dirais que le 2, ça va être un bouquin de transition, parce que la première partie, c'est un peu ça, on continue la quête de la tribu, tout ça, et puis ensuite il y a l'arrivée du môme à New York, et là effectivement ça change, parce que il commence à y avoir de l'action, il y a les robots qui sont là, il y a les astronautes qui sont échoués. Là on va comprendre ce qui s'est passé dans le 3e tome. Donc c'est un tome de transition entre le premier et puis pour le coup le 3 il va être vraiment ultra SF et même assez barré, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a une réminiscence des sons de droïdes de l'Empire contre-attaque. Ça c'est pareil, je l'ai vu après coup. C'est un peu une sonde droïde avec des pattes, quoi. Il va y avoir une course-poursuite avec les robots, mais c'est pas trop agencé comme ça. Et là je me dis, pour le coup, je vais me faire plaisir, quoi. Je vais faire un truc un peu... j'ai des références aussi du jeu vidéo, genre Crysis, je sais plus si c'est lequel, le 2 ou le 3, où t'as un New York comme ça, un peu post-apo, avec des designs vachement bien. Donc elle est dans le roman déjà. Il y a une critique de la gestion de la Terre par les terriens. Alors dans le roman ils sont partis sur Vénus. Maintenant c'est de la SF des années 50. On sait que Vénus c'est pas super habitable. Donc moi ils viennent de Mars, en fait. L'humanité va avoir migré sur Mars, ils auront terraformé la planète et ils auront migré éventuellement. Mais moi mon discours c'est de faire une bonne BD d'aventure. Après, sous-jacent, effectivement, il y a le côté écolo, il y a le côté... faudra peut-être arrêter de faire les cons avec les déchets, les trucs, mais c'est pas je suis pas un écolo militant, un poulpe. Non, je sais pas. Je crois qu'on me dit que je suis un ours souvent, donc ouais. L'ours. Oui, l'ours peut-être. D'accord. Merci beaucoup, Olivier. Mais de rien. Merci.